Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce message départ du chef de l'État, professeur Alpha Condé, adressé à son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Excellence Monsieur le Président et chers frères, la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de votre pays est une occasion opportune de vous adresser les très chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Les frères et sœurs gabonais se souviendront toujours des immenses sacrifices consentis par les dévanciers en faveur de l'accession à la souveraineté nationale, à l'unité et à la prospérité de la République gabonaise. Aussi voudrais-je saisir cette heureuse circonstance pour vous rassurer de ma ferme volonté d'œuvrer davantage avec votre Excellence pour le renforcement et la diversification des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité existant entre nos deux nations. Enfin, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 17 août 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Peut-être bientôt un village artisanal à Conakry et ce sera à Dabondi Bafon. Des artisans guinéens demandent au gouvernement de leur octroyer officiellement ce site. Ils demandent aussi la levée partielle de l'interdiction de la coupe du bois. Des doléances exprimées au Premier ministre. Compte rendu, Yaya Silla. L'artisanat guinéen est l'un des secteurs les plus productifs de l'économie nationale. À Conakry, les professionnels du bois évoluent en fédération et d'exploitation du bois. Sommés de libérer le site de Dabondi Bafon, de lui exposer leurs doléances. Monsieur le Premier ministre, près de 4200 d'entre eux, parmi lesquels il y a des milliers d'apprenants issus des familles à faible revenu, évoluent sur ce site qui s'étend sur plus de 3 hectares et demi. Le site de Dabondi Bafon joue un rôle déterminant dans la vie socio-économique de la Guinée, car de nos jours, c'est le seul site qui joue le rôle de village artisanal. Le Premier ministre se dit soucieux de la promotion de l'artisanat guinéen. En revanche, il s'est montré préoccupé par la dégradation de l'environnement. C'est pourquoi il a expliqué la nécessité d'une prise de conscience et le respect de la loi à la... Les bois d'œuvre pour que vous puissiez travailler effectivement, produire des biens dont les Guinéens ont besoin, pour procurer des revenus et combattre la pauvreté. C'est une grande priorité, c'est essentiel. De l'autre, il y a une seule année, après le rapport que nous avons vu, la Guinée a exporté plus de 140 milliards de francs en bois. Et aucun de ces 140 milliards, aucun franc n'est rentré dans les caisses de l'État. Tout est parti. 140 milliards de francs. Mais plus que cela, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre forêt a été détruite complètement. En somme, les professionnels du bois continuent d'occuper le bas-fond de Dabondi. Mais pour combien de temps? Le gouvernement est en train d'étudier ce dossier qui relève du ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. L'actualité se passe aussi à Pita. La ville est déjà dans la fièvre du 2 octobre prochain, dans un peu plus d'1 mois. C'est Mamou qui va accueillir les festivités, mais Pita est dans l'axe des avantages collatéraux. Une délégation du gouvernement a visité les infrastructures en chantier. Boubacar Ba. Jour de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée dans la région de Mamou, le ministre d'État en charge des Finances, accompagné d'une forte délégation gouvernementale, s'est rendu sur le terrain pour voir de près les réalités sur la nature et la qualité des ouvrages à réaliser, le taux d'exécution par rapport à l'échéance et les difficultés rencontrées afin de trouver des solutions idoines pour faire avancer les choses. À Pita, ce sont 13 actions qui sont inscrites à l'ordre du jour pour un coût global de 54 milliards, varie selon les contrats entre 3 à 4 mois et demi, et les contractants devraient préfinancer leur projet à hauteur de 50% avant d'obtenir le premier paiement de 50% du trésor public. La mission a visité tous les projets en cours de réalisation. De l'analyse de la situation, les travaux piétinent. Le taux d'exécution ne dépasse pas les 30%, sauf le centre d'autopromotion féminine et le siège de la préfecture réalisé par la SOGEFEL qui a atteint les 60%.
On note que la plupart des sociétés et groupements d'entreprises bénéficiaires ne peuvent s'autofinancer. Mieux, ils sont adossés sur aucune banque pour obtenir de prêts bancaires. D'autres n'ont même pas la compétence de réaliser ces ouvrages et refusent de sous-traiter avec les grandes sociétés. À l'appel d'offres, tous les dossiers sont bien ficelés. Mais sur le terrain, la réalité est piétine, d'autres retardent. Et à Dalaba d'ailleurs c'est pire. Donc décision que nous avons eu à prendre à Pita et à Dalaba, c'est de faire le point sur l'ensemble des travaux qui restent, un planning d'exécution des travaux et ensuite voir comment ces travaux vont être suivis dans les 2 semaines qui viennent. Si on constate que les mêmes insuffisances continuent, nous serons obligés de résilier les contrats. Plus loin, au marché central, le projet de construction des halls, très salué par les femmes du marché, accuse également un retard, mais justifié. Et sur la demande des sages de la Ligue islamique préfectorale, le ministre des Finances a accordé que le carrelage de l'intérieur couvre tout le mur et non à 1 mètre comme prévu dans le contrat. Mieux, des dalettes seront réalisées également dans la cour. Mohamed Diaré a saisi l'occasion de la rencontre avec les sages pour transmettre le message de paix, d'entente et de solidarité du président de la République aux sages chefs-lieux et citoyens de Pita. Des prières ont été dites pour la prospérité des fils du pays et de ses dirigeants. Au terme des visites de terrain à Pita, le ministre d'État en charge des Finances a indiqué qu'un planning de contrôle et de suivi des travaux devrait être établi par toutes les sociétés pour apprécier la compétence des sociétés bénéficiaires. Je précise que Pita n'était qu'une étape, la toute première de la tournée d'une mission gouvernementale, puisqu'il y a eu Dalaba. Cette ville aussi a vu plusieurs projets de construction, 12 au total, lancés dans le cadre du 2 octobre, mais les travaux ont du mal véritablement avancé. La faute à qui? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Lamine Camara. Dalaba, ville touristique. Ici, 12 infrastructures sont programmées au compte du évolue à pas de caméléon. La mission gouvernementale a saisi l'occasion pour visiter les chantiers de la Villa des Hôtes jusqu'au palais de justice. La résidence du préfet, ce bâtiment colonial, doit être reconstruit. Cependant, les travaux n'ont toujours pas commencé. L'entreprise qui a le marché n'a posé aucune brique. À Dalaba, le constat est lamentable. Le chef de l'État a pris des engagements devant le peuple de Guinée et nous sommes obligés de respecter. Il croise les bras, personne ne leur croise les bras. Mais ça fera l'objet de discussion au niveau du comité interministériel, soit pour éviter de rentrer dans des procédures de résiliation de contrats, d'appel à concurrence pour de nouveaux contrats, on passe à la sous-traitance. Et si c'est vraiment impossible d'aller à ça, c'est de résilier et que ça puisse être rentable. On ouvre le dossier santé. L'actualité, c'est la lutte contre le virus Ebola. Où en est-on? Médecins sans frontières indique que le salut de la sous-région dépend d'une maîtrise de l'épidémie au Libéria. C'est pourquoi la Guinée est en train de renforcer les mesures de sécurité aux frontières. La ville de Forécaria, par exemple, zone limitrophe avec la Sierra Leone, se veut un modèle de renforcement de la barrière anti-Ebola. Abdoulaye Diallo. Le virus hémorragique Ebola, plus qu'une préoccupation nationale. À Forécaria, les autorités administratives intensifient les actions pour sensibiliser les populations du Moria aux mesures préventives pour éviter cette maladie. La maladie a déjà fait de nombreuses victimes et reste jusque-là sans vaccin certifié. Nous pensons que nous sommes sur la ligne rouge. Et puisque nous sommes sur la ligne rouge, à raison du fait que Ebola n'a pas encore de médicaments, nous avons pensé qu'il faut sensibiliser les populations, leur expliquer combien de fois cette maladie est dangereuse, combien de fois elle est contagieuse, combien de fois elle n'a pas de médicaments encore. Pour s'en préserver, il faut prendre des dispositions de prévention. Les messages ont porté essentiellement sur les causes de l'épidémie du virus Ebola, les zones infectées. Bien qu'à Forécaria, on n'a pas eu de cas d'abord, mais nous sommes obligés de nous lever pour mettre tout le monde au même niveau d'information pour que cette maladie ne rentre pas chez nous. Surtout que le frontalier à la Sierra Leone qui subit encore cette maladie. La ville de Macenta est particulièrement touchée par l'épidémie. Le constat révèle un relâchement dans la chaîne de prévention. Les citoyens font de moins en moins attention. À Conakry, le gouverneur Soriba Sorel Camara invite les populations à rester vigilantes. Moussa Bangoura.
Une opération de déguerpissement des points noirs vient d'être lancée par le gouvernement de Conakry. Elle consiste à assainir de la lutte contre l'insalubrité. J'engage tout le monde à respecter, à faire respecter l'état d'urgence sanitaire. Cela commence par l'assainissement des lieux, l'envahissement des lieux, la monopolisation par des gens qu'on ne connaît pas et qui sont des risques graves de transmission de Ebola. Je demande à cette équipe, quel que soit le temps, ni pacifiquement, ni brutalement, mais de déguerpir tout ce qui n'est pas institutionnel, tout ce qui n'est pas officiel. À ce jour, la Guinée a réussi à sauver plus de 200 malades d'Ebola, des citoyens soignés et complètement guéris de l'épidémie. Des efforts encourageants alors qu'au niveau des populations, les autorités sanitaires relèvent un relâchement de la vigilance. Dans toutes nos stratégies, nous avons besoin d'être accompagnés par la communauté, par les leaders, par toute personne, la société civile, toute personne de bonne volonté, afin qu'on puisse avoir l'adhésion des populations. La situation au Libéria pourrait sauver les pays voisins. Dans ce district de Timbi-Madina, c'est le tout premier centre de santé opérationnel dans cette localité. Pas besoin de vous faire un dessin sur les défis qui attendent le fonctionnement de ce poste de santé. Alpha Baldé rentre de Kourou. L'édifice est entièrement construit et équipé par l'association des jeunes de Kourou en collaboration avec l'ONG Fraternité Médicale Guinée. Le projet date de 2008. Il a coûté plus de 250 millions de francs guinéens. Des soins de qualité aux populations, un médecin-chef est recruté, devient un souvenir. Nous sommes très satisfaites. Avant, pour se soigner, c'était pas facile. Nous n'allons plus partir à l'Abbé ou à Timbi pour des soins. Les femmes enceintes souffraient beaucoup, mais tout ça c'est du passé maintenant. La construction de cette infrastructure sanitaire à Kourou permettra à coup sûr d'améliorer la santé des populations du district et celle de toute la contrée de Timbi-Madina, la plus grande sous-préfecture de Pita. Où en est-on dans la mise en œuvre du projet énergie de l'OMVG, organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie? Les structures de ce projet viennent de faire le point sur leurs activités au cours d'une réunion d'information dans la commune urbaine de Mali. Plusieurs populations ont pris part à cette séance ouverte. Nabi Kamara. Ici à Mali, c'était une occasion pour les participants de valider le plan de réinsertion de ces populations dans le cadre au Sénégal et de la Ligue d'interconnexion des pays membres de l'OMVG. Pour permettre à tous les participants d'être au même niveau d'information, le consultant du projet a présenté les populations touchées. Ont compris ce projet. Et ce projet a une importance capitale pour nous. Parce qu'avoir les routes à Mali, le courant à Mali, c'était notre priorité. Toutes les populations de Mali, avec nous, sont satisfaites parce que c'est un espoir que ces populations éprouvent aujourd'hui d'avoir du courant électrique et de voir beaucoup de retombées positives avec la construction de ce barrage. Donc c'est pour nous, non seulement représentants de l'OMVG en Guinée, mais aussi directeur général adjoint de Caleta, ce n'est qu'un motif de satisfaction et de fierté pour nous. Cette réunion de concertation des familles touchées par le projet énergie de l'OMVG a été initiée par le secrétariat exécutif de l'institution sous-régionale. Présidentielle 2015, les membres de l'ONG Jeunesse derrière professeur Alpha Condé viennent de lancer plusieurs activités de soutien au chef de l'État. Ces jeunes réunis au quartier Bessia ont égrené le long chapelet des actions réalisées par la 3e République en 3 ans de bonne gouvernance. Mikini Moussa Kamara, Diana Yansani. Le R Jeunesse Mandeng derrière Alpha 2015. La structure affirme son adhésion. Par rapport à cette activité d'aujourd'hui, premièrement, c'est mobiliser nos troupes par rapport aux élections électorales de 2015. Donc nous voulons une victoire écrasante de professeur Alpha Condé dès le premier tour, pas de deuxième tour. Son bilan prouve qu'on doit le soutenir. Ici, au siège de la coordination Mandeng, situé au quartier Bessia, les œuvres du gouvernement ont été appréciées. L'homme qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Toutes les actions promises par le professeur Alpha Condé
contenues dans le projet de société du RPG Arc-en-Ciel et dans le programme de l'action gouvernementale sont soit terminées, soit en cours d'exécution. 2015, c'est le plébiscite du professeur Alpha Condé. Parce que c'est ce que vous avez voulu, c'est ce que Dieu fera. Dieu ne va pas se démentir. Quand tu es pour Dieu, il sera pour toi et Dieu est pour vous. L'ONG Jeunesse Mandeng derrière Alpha 2015 compte intensifier les activités sur le terrain pour préparer une majorité au parti RPG Arc-en-Ciel pendant les prochaines consultations électorales présidentielles. En image tout à l'heure, le ministre de la Communication, Aluseni Makanera Kaki, que vous retrouverez à la fin de cette édition dans le grand débat avec Kaba Condé. Une formation à l'intention des responsables des écoles franco-arabes. C'est une initiative de l'ISESCO, Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture. L'objectif est de prouver qu'il est possible de réussir à enseigner correctement à la fois le français et l'arabe aux enfants. Tcherno Ousmane Diallo. Le renforcement de l'éducation franco-arabe au cœur des priorités de l'Organisation islamique pour la science, l'éducation et la culture. La promotion de cet enseignement qui prend en compte la dimension spirituelle permettrait de l'avis de plusieurs analystes la formation d'une élite moralement irréprochable. Cependant, l'éducation franco-arabe doit faire face à des défis majeurs. Beaucoup de cadres d'enseignement arabe n'ont pas eu la chance d'aller faire les formations initiales relatives à l'éducation, à l'inspection. Deuxièmement, c'est le défi infrastructurel. Vous ne restez pas sans savoir que le plus grand problème des établissements arabo-islamiques ou franco-arabes aujourd'hui souffre de ce problème d'infrastructure. L'ISESCO entend à travers cette rencontre donner un nouvel élan à la formation franco-arabe en Guinée. Ces inspecteurs et administrateurs d'écoles franco-arabes doit être amélioré selon les besoins actuels de notre pays, qu'on puisse doter des outils pédagogiques pour le franco-arabe. Nous devons améliorer les infrastructures, renforcer la formation du personnel enseignant par les appuis scientifiques, techniques et les intrants pédagogiques. À l'issue de la rencontre, les participants ont interpellé organisé afin d'offrir la possibilité aux encadreurs de se mettre au niveau des normes actuelles et améliorer la qualité de cet enseignement. Au baccalauréat session 2014, près de 1100 candidats venaient des écoles franco-arabes. Environ 400 ont réussi leur examen. Il existe une commission nationale pour l'UNESCO. Elle vient de lancer une formation à l'intention de plusieurs cadres et gestionnaires guinéens. La formation porte sur la maîtrise de 3 conventions que la Guinée a ratifiées dans le cadre du respect et de la sauvegarde du patrimoine culturel. Une façon de prouver que la culture n'est pas forcément la 5e roue du carrosse. Francis Collier. La sauvegarde du patrimoine culturel est une préoccupation pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ratifiée par le pays. La Guinée est partie à un certain nombre de culturels mondiales, matériels et immatériels, mais aussi liées à la diversité d'expression culturelle. Alors, la mise en œuvre de tout cela, il était d'abord une question de permettre à tous les participants qui ont des profils riches, certes, mais différents, parce qu'ils ne sont pas tous des juristes, de s'approprier le contenu de ces textes et de savoir un peu les contraintes, les opportunités qui se trouvent là-dedans. Les participants à cette formation sont des cadres impliqués dans la gestion du patrimoine culturel guinéen, une initiative de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO. Cette année, exceptionnellement, et pour la première fois, je vous le dis par anticipation, la République de Guinée a soumis un majeur pour venir renforcer ainsi les capacités de nos structures. Pour le département de tutelle, c'est une nécessité, car ce qu'une nation a de plus cher n'a pas suivi. Et il faut reprendre cet effort. La connaissance du contenu des conventions ratifiées par la Guinée permettra à ces cadres et gestionnaires du patrimoine culturel d'améliorer leur travail sur le terrain. Un défi que se propose de relever le département de l'enseignement supérieur à travers la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO.
tout à l'heure un rapport important sur une réunion de la CENI, mais avant la foi, pour appeler cette formation de jeunes chrétiens, foi et engagement, puisque la formation elle porte sur les notions de leadership et de gestion de temps. Ces 400 jeunes veulent s'impliquer dans le développement socio-économique du pays et la consolidation de la paix. Samara Tolno. Les différentes églises protestantes évangéliques de Conakry et des préfectures environnantes, ces jeunes ont durant 4 jours échangé avec le révérend pasteur Ferdinand Sangouille sur les notions de mentalité d'un leader visionnaire, la gestion du temps et son impact sur le développement pour un jeune chrétien. Les objectifs de ce séminaire, premièrement, c'est de donner de l'espoir aux jeunes. Leur dire que même si tout va mal, même si vous traversez des difficultés actuellement, rien n'est perdu, il y a encore de l'espoir et donc il faut y croire. L'Église, dans ses missions régaliennes, ne doit pas tirer la société vers le bas, doit tirer la société vers le haut, le plus. Juste une image, Dieu il est en haut. Si Dieu est en haut, l'Église a le devoir de tirer la société vers le haut. À tous les Guinéens, qu'ils gardent l'espoir, rien n'est perdu. Dans quelque domaine que ce soit, quelque chose se passera nécessairement. Qu'il s'appuie sur la nature de Dieu. Dieu est un Dieu qui sauve, qui délivre. Cet échange suscite un nouvel espoir sur ces jeunes chrétiens épris de paix et de développement. Ils entendent mettre à profit des connaissances acquises pendant cette formation. Rien n'est perdu, quel que soit le désespoir, quelle que soit la tristesse, quel que soit le cas que vous vivez, vous ne devez pas désespérer, vous ne devez pas baisser les mains, vous devez compter que Dieu a un plan. Préparatifs des élections communales et communautaires à la suite des travaux préparatoires. La CENI a fait un communiqué. Pour le contenu de ce communiqué, nous recevons sur ce plateau le rapporteur de l'institution, M. Mamadi Lamine Condé. Merci, bonsoir. Communiqué de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante CENI, que dans sa tâche de mener à bien toutes les étapes du processus électoral actuel, qu'elle a consacré l'essentiel de cette récente période à la préparation des élections communales. À cet effet, dans le second trimestre de l'année en cours, elle a déployé dans les 38 circonscriptions électorales du pays 2 missions. Au cours de ces 2 missions, elle a réuni l'ensemble des acteurs et parties prenantes au processus électoral. Il s'agit de l'administration du territoire, des antennes de la CENI, des cellules préfectorales et communales de suivi du processus électoral, des partis politiques et des organisations de la société civile. Ce travail a été effectué dans le cadre d'un vaste programme de collecte et de correction des anomalies constatées sur le fichier électoral lors des élections législatives du 28 septembre 2013. Parallèlement à cet exercice méticuleux de correction administrative et technique des points critiques relevés, la CENI achèvera dans les prochains jours le traitement des données au site central. Un consultant international est commis depuis le 10 août 2014 à cet effet. Pour l'appuyer dans la rédaction du cahier de charges et du dossier d'appel d'ordre pour le recrutement d'un opérateur technique, la CENI a mis en place un dispositif opérationnel en 2 phases. La première phase de ce dispositif a consisté au lancement d'un avis de manifestation d'intérêt pour la sélection et le recrutement d'un consultant international. Conformément aux dispositions du comité des marchés publics guinéens et du manuel de procédure administrative et financière et comptable de la CENI, cet appel à candidature a recueilli 9 dossiers qui ont fait l'objet d'évaluation. Au bout d'un processus de cotation et après examen, c'est finalement la société Business Card Associates, BCA de France, qui a reçu l'adjudication du marché.
Depuis le 6 août dernier, le consultant délégué, M. Jean Dervaux, a travaillé sans désemparer avec les départements techniques de la CENI à l'élaboration du dossier d'appel d'offres dans le strict respect des procédures des marchés publics guinéens. À ce jour, le dossier d'appel d'offres pour le recrutement d'un opérateur technique a été validé en plénière le jeudi 14 août. La publication de l'avis d'appel à candidature ouverte pour le recrutement de l'opérateur technique international a débuté ce 18 août 2014 dans les journaux de la place. La seconde phase de ce dispositif, limité à un délai incompressible de 45 jours, couvrira l'ensemble du processus qui commence de la date de lancement de l'appel d'offres jusqu'à la date de l'ouverture des plis en session publique. La CENI assume et assure qu'elle fera tout qui conduise au bon déroulement du processus électoral en cours. La CENI, je vous remercie et bonsoir. Nous vous remercions également, M. Mamadi Lamine Kondé. Je rappelle que vous êtes le rapporteur de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Avec vous, nous allons suivre les résultats des travaux de préparation des élections communales et communautaires. Merci. Merci beaucoup bien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous regardez partout en Guinée et dans le reste du monde. Restez en place tout de suite. Vous aurez le grand débat avec Kaba Kondé et le ministre Aluseni Makanira Kake, ministre de la Communication. Bonsoir.